Alors, bienvenue à ce voyage, un voyage virtuel sur l'éducation, un voyage de notre école à notre école vers notre école. Quand il s'agit de discuter, d'échanger, de débattre sur le système éducatif en général, de son état, de son absence de résultats au fil des décennies, est-ce que tout a déjà été dit? Et il est légitime de se dire que c'est l'heure des réponses. Notre école, comme nous l'écrivons ici, c'est une vision qui se veut une solution, avec un parcours très long, reposant sur l'exploration et l'expérimentation d'autres approches. Et en se focalisant principalement, pour ne pas dire exclusivement, sur le jeune âge de 6 à 12 ans. Et qui commencera par quelques établissements choisis, volontaires, pour participer et mener un pilote, dont on va donner les détails plus tard. Ces établissements donc vont créer des classes sur un tronçon parallèle, fonctionnant selon un différent modèle, avec les objectifs de mettre en place un modèle d'école virtuelle ou présentielle, en suivant des voies et méthodes non encore explorées. Et également, d'essayer de voir dans quelle mesure on peut créer un business model qui permettrait à ces établissements de dégager une nouvelle ligne de revenus ou rajouter des élèves se fera avec un coût additionnel relativement faible. On commence comme toile de fond par un survol du système. Aujourd'hui, les élèves se retrouvent dans la même classe juste parce qu'ils sont nés la même année. Et on ne tient compte d'aucune différence, des différences profondes de toutes sortes entre les élèves. Ils peuvent avoir jusqu'à 1 an de différence, disons 11 mois et quelques. Et c'est une différence d'âge qui est appréciable à ce niveau-là et à cet âge. Et on fait table rase des autres différences socio-économiques, mentales, psychologiques. La préparation préalable à l'entrée à l'école, donc le préscolaire, l'environnement dans lequel ils évoluent. Bref. Et cependant, malgré tout ça, il y a les mêmes attentes à travers les cours qu'on donne, les tests, les examens et tout. Et bien s'ajouter les critères d'évaluation qui sont totalement arbitraires. Quand on donne un 11 au lieu d'un 13 ou de 12 au lieu d'un 14 ou 14 au lieu d'un 10 ou 16, c'est de l'arbitraire parce qu'il n'y a aucune science qui dit que si on fait cette dissertation, cette réversion, bon, qu'est-ce qui justifie une différence de 2 points? Comment ça se mesure? Peut-être c'est comme ça que c'est dans la science. Également pour les passages en classe supérieure ou pas, même chose, on prend la moyenne arbitraire. Pourquoi une moyenne? Pourquoi? La raison, souvent, c'est parce qu'on a toujours fait comme ça. Ça n'a jamais été remis en cause. Mais on aurait pu prendre, je ne sais pas, la racine carrée de la note multipliée par l'âge des élèves, divisé par la somme des âges de la classe, ainsi de suite. Nombre d'années d'expérience de l'enseignant, et on arrive à un résultat. Et on prendra ça comme une note. Et probablement, dans ce cas, on va garder ça pendant des années, sans le remettre en question. Autre point fondamental, l'absence des parents sur le terrain. Et ce n'est pas un choix volontaire qu'ils font, c'est que simplement, les parents, généralement, ne sont pas éduqués sur l'éducation. Et de ce coup, on ne fait que les informer. Et cette information, à certains égards, est réduite à sa plus simple expression, à savoir avec un bulletin de notes qui arrive peut-être 2 fois dans l'année, quelque chose comme ça. Et si le parent, bon, il commente, tu as bien travaillé, tu n'as pas travaillé, tu n'as pas tes leçons, et tout. Il n'y a que ça. Ces notes qui, au fond, comme on l'a dit, c'est un peu arbitraire, il n'y a pas d'arbitraire considérable, ne peuvent ne pas refléter dans les deux sens la valeur, ce que l'enfant ne sait pas.
Et bien entendu, donc, ça ne peut pas tenir compte des promesses d'un enfant, des promesses que personne n'aurait. Le plus crucial est le constat de l'absence de la lecture. Et cette absence d'emphase sur la lecture aboutit à un pourcentage élevé d'élèves qui, après 17 ans sur les bancs, ne peuvent pas s'exprimer, ni oralement, ni par écrit. Et en même temps, le contenu de l'enseignement est généralement désuet, en rupture avec les réalités, disons, de notre siècle. Également, d'une façon générale, les programmes sont relativement alourdis de choses qui, dans certaines limites, sont inutiles. En fait, il serait légitime pour chaque parent, chaque jour, après que l'enfant ait appris quelque chose ou lui a présenté quelque chose, qu'on demande à l'enseignant ou à l'école, est-ce que vous pourriez me dire quelle utilisation ça pourra avoir pour mon enfant, comment ça va impacter son futur? C'est une question totalement légitime. Si vraiment on veut savoir ce qui doit être enseigné et pourquoi. Mais c'est des choses qu'on ne remet pas en question. Pourquoi? À cause du cycle octobre-juin. Octobre-juin. Octobre-juin, ça ne s'arrête pas. Il n'y a pas le temps pour changer des choses. On ne peut pas arrêter les années scolaires. C'est comme un train avec des wagons. Il part. Il part, il part. On ne peut pas faire des réparations pendant qu'il roule. Ici, peut-être une illustration pour manifester ce nivellement qui n'a pas tellement de sens, à savoir les enfants sont tous différents. On les met dans des cages, comme on appelle C1, CE2. Donc, normalement, ces notions de C1, CE2, normalement, à notre humble avis, devraient disparaître. Devraient disparaître. Parce que ce que ça fait, on sait que déjà, ils sont différents. Donc, il y en a qui vont passer avec juste la moyenne, d'autres plus que la moyenne, d'autres une haute note. Et clairement, ceux qui ont un 10 ou un 12, ils ont des lacunes. Mais ce n'est pas des lacunes qu'on comble. Il va faire avec, il va évoluer avec. L'année suivante, il va avoir d'autres concepts qui reposent sur quelque chose qu'il ne maîtrise pas, et ainsi de suite. Et voilà, donc c'est un building sans fondation, il s'écroule. Bien entendu, les résultats sont connus. Les résultats au bac, ou bien la difficulté à suivre plus tard. Par contre, on pourrait envisager ce qu'on appelle une taille intellectuelle. Ce qui semble plus logique, c'est que les enfants ou les élèves sont mis ensemble selon leur taille intellectuelle, qui sont plus ou moins capables d'avoir le même niveau intellectuellement parlant, et donc, dans ce cas, il pourrait être justifié de leur donner les mêmes choses, les mêmes tests, les mêmes examens, etc. Toujours une tentative de justification. Ce qui semble pertinent à notre avis, c'est que les enfants progressent par matière. On ne réussit pas avec une moyenne, on accomplit un niveau de connaissance pour une matière donnée. Et on peut avancer à des vitesses différentes en fonction de la matière, et que le requis pour une matière donnée peut être achevé bien avant les autres ou bien après les autres. Mais ce n'est pas important, puisqu'on cherche simplement à donner le savoir. Le savoir, pourquoi il faut le donner et l'avoir avant un certain âge, avant une certaine durée. Pourquoi? Pourquoi, si le savoir, on doit l'avoir après 8 mois, l'avoir après 8 mois et demi ou 9 mois, c'est un problème. Pourquoi? Ce n'est jamais un problème quand on a le savoir beaucoup plus tôt. Parce que là, ça défrait la chronique, c'est les journaux qui en parlent, etc. Et ce n'est pas trop rationnel à notre avis. Bien entendu, les classes prétoriques, maintenant, c'est presque la norme, on le sait. Il est facile d'avoir des classes de 80 à 100, facilement. Et c'est un obstacle problématique. Actuellement, il semble quasi invincible, comme un mur qui n'arrête pas d'augmenter de hauteur chaque année, avec des ressources de moins en moins à la hauteur. Et par-dessus tout ça, la technologie semble absente à tous les niveaux dans le système.
dans le système. L'employabilité après un long parcours scolaire est notoirement extrêmement faible. Je pense que ça, personne n'en disconvient. Une petite caricature, un petit dessin pour peut-être illustrer ce qu'on appelle l'arrosage du savoir. Un enseignant qui arrose avec le savoir des élèves, qui recueille ce qu'ils peuvent du savoir avec des entonnoirs. Les plus chanceux, si on peut appeler ça la chance, ont des entonnoirs qui peuvent prendre beaucoup de savoir, d'autres ont des petits entonnoirs. Il y en a même d'autres qui ont un parapluie, ce qui veut dire que rien ne rentre. Tout ça, c'est possible. Donc, il faut dégager une philosophie de notre école. Au départ, si vous posez la question, pour qui est-ce que l'éducation d'un enfant représente vraiment un enjeu, je pense que unanimement, vous allez entendre la réponse, les parents. Parce que dans beaucoup de cas, l'élève n'est qu'un numéro dans une base de données quelque part. Et pour les parents, c'est une base de données avec un élève ou deux élèves, c'est tout. Donc, la philosophie serait que les parents aient plein pouvoir à ce qui concerne la gestion de l'école avec l'assistance et les conseils d'un gérant venant de l'établissement, avec son expérience et son savoir-faire. Et les parents pourraient élaborer leur budget de gestion de l'école. Donc, ils parleraient de cotisation de scolarité et non de frais. Ce n'est pas des frais. Pour eux, on ne dira pas des frais. Et les élèves ne recevront pas de notes pour les travaux qui leur sont demandés. Quand ils feront un travail où il sera parfait, ou il ne le sera pas. S'il n'est pas parfait, on trouve le moyen de travailler avec lui pour le parfaire. Donc, à la limite, on avance toujours après avoir tout maîtrisé. On n'avance pas à peu près. Et puis, porter le poids de ces lacunes qui s'accumulent d'année en année pendant des années. Les examens, les leçons, les tests seront personnalisés par élève pour s'aligner avec leur niveau. Et leur niveau, élevé ou faible, peut être dû à différents facteurs, mais qui ne sont pas importants dans la mesure où on a cet engagement à les accompagner dans les moments difficiles et aussi à les accompagner lorsqu'ils excellent, quelle que soit la raison. Bon, il est possible qu'avec les chartes qui seront arrêtées pour les parents, certains ne puissent le suivre, les respecter, auquel cas, ils vont demander à être retirés de ce modèle. Donc, avec ce modèle, les élèves ne vont pas forcément finir les programmes en même temps. Ils travaillent pour chaque matière au rythme qu'ils peuvent absorber, qui peut être accéléré ou freiné par leur intérêt ou leur manque d'intérêt, mais quel que soit le cas, on arrivera au résultat. C'est l'objectif. Et surtout, on se focalise pour créer des auto-apprenants. Parce qu'en fait, des fois, il est plus important d'avoir quelqu'un qui vous apprend à apprendre, quelqu'un qui vous apprend simplement. Parce que celui qui vous apprend simplement, il n'est pas sûr qu'il va vous apprendre tout. Et si vous apprenez à apprendre, il n'y a pas de limite. Vous pouvez savoir tout parce que vous êtes tout le temps avec la source du savoir. Alors que si c'est quelqu'un qui vous donne ce savoir, il est disponible et vous n'êtes disponible qu'à certains moments et l'échange s'arrête là. Et donc, on va articuler cette approche sur trois choses. La lecture, parce qu'on acquiert la connaissance à travers la lecture. La rédaction, pour rendre ce qu'on sait, parce qu'on doit l'exprimer à d'autres personnes, peut-être pour le soumettre à la critique, le défendre, ou bien réfuter lorsqu'on voit que ça ne tient pas devant la critique. Et cette critique
est synonyme de raisonnement. Donc, raisonnement, c'est le troisième volet. Lecture, écriture, raisonnement logique. D'ailleurs, la logique qui, bizarrement et magiquement, a disparu quasiment de tous les systèmes scolaires. Vous pouvez faire des recherches. C'est des matières qui étaient enseignées comme dans 2 ans. Et là, ce qu'on voit, c'est que les enfants commencent avec des notions de logique, pas compliquées, mais qu'ils grandissent avec ça, comme une matière qu'on fait chaque année, comme toutes les autres matières, le raisonnement logique. Et donc, encore une fois, on insiste sur le fait que les enfants finissent le programme matière par matière. Il n'y a pas de graduation le même jour, la même heure pour tout le monde. Normalement, ça n'a pas de sens. À la limite, quand on fait la graduation, presque tout le monde a le même niveau. Parce qu'il n'y a pas de diplôme qu'on donne. Et on dit que voilà, lui a tel diplôme, niveau 12 sur 20, ou bien niveau 17 sur 20. Ça n'existe pas. Donc, ce diplôme montre qu'ils ont tous les mêmes connaissances, ils sont tous interchangeables, ils sont tous valables, ils sont tous pareils. Ce qui n'est pas le cas, clairement. Donc, un des principes socles de notre école, c'est enseigner et réenseigner si nécessaire, systématiquement, pour tout. Donc, comme on dit, la notion de classe dans le sens conventionnel disparaît. On ne peut pas parler de redoublement d'une classe ou de passage en classe supérieure sur la base de la fameuse moyenne arbitraire. On a réussi à acquérir le corps de connaissances qui était requis pour qu'on dise que ce qu'on avait comme objectif de t'enseigner, tu le maîtrises à travers cette évaluation qu'on a faite et tu en es sorti vainqueur. Donc finalement, c'est comme si on passe à un niveau supérieur par matière. Bon, peut-être on redouble, si on peut dire, mais ça n'existe pas. On redouble l'anglais, on redouble les SVT ou des choses comme ça. Mais ça n'aura pas de sens. On ne redouble pas, on réapprend en continuum jusqu'à ce qu'on sache, on le fait, on est sûr de soi parce qu'on ne fait plus d'erreurs, on vous donne le test et tout. Et voilà. Donc, comme on dit, à tout moment, un parent qui ne se sent pas à l'aise d'une façon ou d'une autre, quelle que soit la raison, peut demander à sortir de ce système et rejoindre l'école conventionnelle. Le format, 2 formats, en présentiel et en ligne, mais principalement en ligne, c'est ce qu'on veut vraiment pousser. Mais la même méthodologie d'enseignement et les mêmes pratiques seront appliquées dans tous les cas. On peut avoir aussi un format mixte où une partie des jours, c'est, disons, à distance, une autre partie, c'est en présence, surtout si c'est des matières qui requièrent une présence physique, s'il y en a. Et en fait, avec cette approche, curieusement, la notion de vacances disparaît. Autrement dit, rien n'empêche que quelqu'un qui veut prendre des vacances pendant 3 ou 4 jours, quelle que soit la raison familiale ou autre, les prenne. L'essentiel, c'est que on va travailler ces matières. L'objectif, c'est de finir ce programme, tout. Qu'on le finisse en 8 mois ou bien en 9 mois, on peut se poser la question, où est le problème? Si au bout du compte, il y a 1 mois de retard pour maîtriser ça. Alors que là, si on vous donne 8 mois et vous ne le maîtrisez pas, on vous donne une moyenne. Et cette moyenne va vous suivre. Et peut-être tout gâter. Donc les méthodes, l'enseignant peut créer à tout instant un contenu correspondant au niveau de l'élève. Ce sont les outils technologiques qui rendent ça facile. Et nous espérons que, nous envisageons, nous pensons qu'avec ces approches, avec l'appui de la technologie, ils pourront peut-être réduire le temps consacré de peut-être 50 à 60 ou 70 même %, d'après ce que nous voyons. Donc, comme on dit, il peut créer ce qu'on appelle des activités qui seront de nature. Activités qui sont des cours, activités qui est une évaluation, systématiquement. C'est tout. C'est tout.
Et quand on fait une évaluation, il n'y a pas de durée limite. En fait, il ne nous semble pas logique que pour montrer sa connaissance, on doit le faire en 2 heures de temps ou 1h30, ou ça n'a pas de sens. Autrement dit, si un élève fait un examen, il y a 10 questions, il en a fait 7, il veut faire les 3 qui restent. Admettons qu'il les connaisse très bien, on dit non, non, c'est 2 heures déjà passées, et puis on va lui donner 0 à ces questions. C'est un peu absurde. Je crois qu'il faut le reconnaître. Et ces méthodes vont mettre en phase sur la lecture, comme on l'a dit. La lecture et aussi permettre que l'élève puisse repasser autant de fois qu'il le veut un test. Il n'y a pas de date limite pour soumettre un devoir. Et normalement, l'élève, il n'y a pas de raison de faire passer un examen à quelqu'un qui n'est pas prêt. Mais on ne peut pas envisager, en tout cas ce n'est pas facile, un élève qui dit je ne suis pas prêt, donc est-ce qu'on peut reporter l'examen? Et pourtant, ça devait être totalement légitime. Je ne suis pas prêt, ne me faites pas passer un examen. Parce que moi, je suis un peu lent, j'ai eu tel problème, ou je n'ai pas compris vite, etc. Et l'élève peut dire, voilà, monsieur ou madame, je suis prêt, je veux prendre mon examen. On le met avec l'application de la plateforme, il va prendre son examen. C'est tout. Il n'y a pas de comparaison entre étudiants pour voir qui est premier, qui a la meilleure note. D'ailleurs, il n'y a même pas de note. Il n'y a pas besoin de note. Il y a besoin de savoir si l'élève sait faire ou ne sait pas faire. Et c'est suffisant, largement suffisant. Et s'il ne sait pas faire, on refait pour qu'il sache faire. Donc, le programme va reposer essentiellement donc, sur la rédaction de documents lus ou dictés, des activités de logique et de raisonnement, et aussi parler technologie. Il faut que les élèves très jeunes commencent à avoir un langage, un dialecte technologique, où ils comprennent, ils peuvent parler à l'aise avec des choses qui se passent dans le monde. Même si ce n'est pas encore des experts, mais ils sont à l'aise pour en parler. Parce que beaucoup de ces choses que nous avons aujourd'hui, ils ne vont pas les voir. Ils ne vont pas les voir. Ils ne vont peut-être pas voir des voitures à essence. Ils ne vont peut-être pas voir des voitures sur des pneus. Ils ne vont peut-être pas voir des voitures que quelqu'un conduit, plutôt que des voitures qui se conduisent toutes seules, etc. Donc, il ne faut pas que ce soit des chocs technologiques. Il faut que ce soit des choses qui sont habituées, bon, peut-être pas à manipuler, mais de savoir comment ça existe, comment ça marche, bon, dans les grandes et tout. Donc, avoir une attitude technologique. Ça sera un grand point pour ce programme. On envisage aussi que des élèves un peu plus avancés puissent même faire des activités, à savoir leçons ou tests, pour d'autres élèves. C'est fort possible. Ce sera le double avantage de permettre à ces élèves de renforcer encore leurs connaissances, de solidifier, et également de servir de quelque chose de sorte d'aide à l'enseignant qui peut voir sa charge de travail diminuer. Et donc, comme on dit, gagnant-gagnant. Et on fera en sorte que, à travers les activités, tests ou bien leçons, que les enfants vont lire tous les jours. Par exemple, si on a des matières qu'on enseigne, on peut faire en sorte que le texte de cette leçon sur SVT ou Histoire Géo ou bien le français ou je ne sais pas, soit une dictée. Une dictée suppose qu'un étudiant va lire et d'autres étudiants vont écrire ce qu'ils vont entendre avec l'application. Et présentés comme ça, ils vont donc apprendre la leçon et en même temps lire. Parce que ça peut expliquer pourquoi cette absence. Il faut expliquer pourquoi des fois on prend des tuteurs, des répétiteurs, je crois, pour certaines matières, sciences, géographie. Cela veut simplement dire que l'élève ne peut pas lire. Parce que qu'est-ce que le répétiteur va faire? Il va lire et expliquer ce qu'il lit. Si on doit vous expliquer ce qui est lu, c'est parce que vous ne saviez pas lire. Et donc ça met encore en évidence le coût magistral élevé qu'on paye par l'absence ou même l'exclusion de la lecture, bon, pour des raisons pratiques,
Parce que si chaque élève doit lire ne serait-ce que 5 minutes et vous avez 100 élèves, ça fait 500 minutes pour une classe de 60 ou 70 minutes. Net. Et aussi, bon, bien entendu, il y a une compatibilité avec l'école publique. Bon, c'est quelque chose qu'on va voir dans quelle mesure on peut vraiment être en parallèle et suivre ce qui est demandé au niveau de l'école publique pour y adhérer. On envisage une seconde langue. Dès les premières années, les enfants seront bilingues. Je pense peut-être qu'ils vont parler français, ils vont parler anglais. Et peut-être à un certain âge, on peut envisager qu'ils fassent des heures dans une boutique du quartier ou de commerce. S'il y a des activités physiques, peut-être que les parents pourront s'en occuper plutôt de les faire à l'école. Juste des idées. Comme ça, le peu de temps qu'on passe, vu des fois le nombre d'élèves et tout, puisse être consacré à des choses beaucoup plus, disons, intellectuelles et sans enlever le fait que, bon, on pourra organiser des choses qui requièrent leur activité physique. Ressources. Notre école repose 100% sur la technologie. Mais technologie. Les enseignants donc seront équipés d'outils pour tirer parti de la technologie au maximum, spécialement dans le domaine de la bureautique, ne serait-ce que bon, les applications de bureau classiques, il faut qu'ils les maîtrisent. Les élèves donc seront tous équipés d'appareils mobiles et on envisagera des plans d'achat d'Internet si c'est possible. Bon, on met juste des choses comme ça, des suggestions. Bon, on ne sait pas si ce sera le cas ou pas, mais juste des idées. Et donc, au point de vue, ce qui est requis pour les enseignants d'être familiers donc avec les applications de bureau, les fonctions de téléphone portable et les moteurs de recherche principalement. Et donc, ils auront accès à une plateforme qui leur permet de créer un nombre illimité d'activités qu'on appelle donc des leçons ou des tests. Autant qu'ils veulent, ils peuvent le personnaliser. C'est peut-être des films qu'ils ont pris eux-mêmes, des photos qu'ils ont prises et tout. Ils cherchent quelque part sur l'Internet. En tout cas, ils peuvent de façon extrêmement flexible créer des leçons et c'est ça qui permet de faire des leçons ajustées complètement au niveau d'un élève pour tenir compte de ses capacités, de ce qu'il peut faire ou pas. Donc, comme c'est expliqué là, toutes ces ressources, il peut les composer et peut-être les partager avec d'autres enseignants aussi, ils vont échanger. Ils pourront faire des groupes pour créer des librairies et qui sont utilisables par d'autres collègues. On envisage même, bon ça c'est un projet qui n'est pas petit mais c'est faisable, ce qu'on appellerait une plateforme nationale de contrôle des connaissances. Autrement dit, on peut aller, on rentre, et puis il y a beaucoup de questions, et on répond. Et quand on a fini, on ne donne pas de bonnes réponses, on ne donne pas vraiment de notes. On dit que de tous ceux qui ont pris ça, vous êtes classé X sur le pays, par exemple. Et donc quelqu'un veut dire, écoute, je suis 350e sur 1000 candidats, bon, je voudrais essayer de faire mieux. Il travaille. Je passe un examen, maintenant il est centième sur 4000. Il dit, ah, j'ai avancé. Donc, vous êtes votre propre concurrent. C'est tout. C'est en compétition avec vous-même uniquement. Donc, le business model, comme on dit, on aimerait que les écoles participantes trouvent une façon de revenu pour leur appui à notre école. Et donc, en tant que gérant, il peut facturer par élève, par exemple, pour les prestations et le coût ajusté donc, selon le format choisi, online, présentiel et l'autre tarif et tout. Bon, ça, c'est des choses qui sont un peu lointaines, mais on peut discuter, échanger dessus pour voir comment les formaliser. Et maintenant, on arrive au volet des parents. Les parents, donc, ils pourront recruter des enseignants formés à la méthode de notre école. Ils peuvent voter, adopter un budget sur la base de recommandations du gérant. Et ils seront notés pour leur participation, leur suivi et l'adhésion au principe directeur de notre école.
Et tous les jours, les parents vont recevoir un résumé succinct de la leçon du jour de leur enfant. On pourra le faire dans une langue vernaculaire, Wolof ou autre chose, etc. C'est faisable. Et ça va créer un petit canal entre l'enfant et le parent. Parce que maintenant, l'enfant et le parent parlent la même chose. Et si un parent veut aider un enfant à faire un devoir, il n'y a absolument pas de problème. Ce n'est pas de la triche. Ce n'est pas grave. Au contraire, ce qu'on en tire, que le parent participe, ça, c'est un immense cadeau pour le système, plutôt qu'un parent qui dit fais tes devoirs et puis après tu viens manger, c'est tout. Les élèves pourront évaluer l'enseignant chaque jour avec une petite application très simple. Pour imaginer, j'ai tout compris aujourd'hui, j'ai pas bien compris, c'est tout. Et une plateforme va tout rassembler et l'enseignant va recevoir une statistique qui dit 80% de tes élèves ont compris ce que vous avez donné hier. Et 20% disent qu'ils ne savent pas et X% disent qu'ils n'ont rien compris, ainsi de suite. Chacun aura ça. Le principal pourra avoir donc le résultat de chaque. On pourra avoir la moyenne pour un établissement donné, ainsi de suite. Donc tout ça, c'est des choses qui sont faisables et qui peuvent être utiles. Et une chose qu'on veut, c'est que chaque jour, un parent demande à l'élève qu'est-ce qu'il a appris aujourd'hui. Parce que pour nous, quand un élève raconte, même si le parent ne comprend rien du tout, au moins il sait que l'enfant a appris quelque chose. Parce que si un enfant n'a rien à raconter, c'est qu'il n'a pas appris quelque chose. C'est aussi simple, c'est un indicateur très simple. Et les parents donc doivent lire ou faire lire leur enfant chaque jour pour une durée, une fréquence variable au besoin. Okay. Voilà, donc on va faire on va s'arrêter là, on va reprendre par la suite, continuer. Donc merci de votre attention pour la deuxième partie, on se revoit, à bientôt.